qu'on a sonné là, les amis. Oui. Qui est-ce? Attendez, on regarde. Mmh. Oh, c'est un de nos clubbers de 17h. C'est Alexandre Taïeb. Il est gérant chez Sycomore Asset Management et il est en avance. Venez, rentrez. La porte est ouverte. Bienvenue Alexandre. Merci. Welcome. C'est l'invité décalé. Voilà, il a un temps d'avance. C'est important le temps d'avance pour faire la différence en bourse. Bienvenue Alexandre. On vous attendait dans le club dans un instant, dans 11 minutes. Vous êtes en avance, voilà, et vous avez bien fait de sonner. La porte est toujours ouverte. On est content que vous soyez là. Et on va peut-être profiter de votre présence avant que les autres invités du club n'arrivent tout à l'heure, pour, si ça vous dérange pas, pour se parler plus intimement. Ça vous va? Très bien. On peut se confesser? Parfait. Bien. Alors je trouve que vous avez bonne mine. Merci. On va parler mine. Oui, c'est ça. On va parler mine ensemble, Alexandre. Excellent. Je me souviens, il y a un an, vous étiez venu nous en parler. J'essaie de trouver une transition, en fait, mais je n'ai pas trouvé, donc du coup, j'ai fait ça. Je me souviens, il y a un an, vous étiez venu nous en parler des mines en bourse et nous dire que c'était un thème à fort potentiel pour les investisseurs. Un an après, c'est peut-être le moment de tirer le bilan. On se parle franchement, hein. Vous êtes venus en avance, on est ensemble, on se parle intimement, donc on est francs ensemble. Franchement, vous étiez positif sur le secteur, le bilan un an après, il est mitigé, franchement mitigé. Il est effectivement mitigé, oui. C'est étonnant même d'arriver avec la même idée un an après, mais heureusement, je viens avec un autre argument de masse quand même. C'est que les minières et les métaux, de manière générale, c'est quand même la dérivée seconde de la défense. Alors effectivement, quand on regarde le secteur, que ce soit à l'échelle européenne ou à l'échelle internationale, sur un an glissant, on a des performances légèrement positives. Oui. Autour de 5%. C'est pas terrible. Enfin, on aurait pu faire d'autres choses. Maintenant, il faut regarder le stock picking et surtout, il faut avoir une grille de lecture en fonction des métaux. Donc je regarde les valeurs directement desquelles je vous avais parlé il y a un peu moins d'un an. Donc effectivement, Antofagasta, Befesa et Eramet, on est entre moins 8 et plus 5. En revanche, Arcelor plus 25, wow. Donc sur l'acier et sur l'aluminium, Boliden sur le zinc et le cuivre plus 39, et MP Materials plus 103 sur les terres rares. Des performances pour le moins disparates dans ce secteur minier. Très disparates, mais qui donnent une lecture du marché intéressante. Quelle lecture on arrive à tirer de performances aussi disparates? Alors, finalement, on passe d'une lecture sur les métaux, on passe de ça sert à la transition énergétique, puis ça sert à ouvrir des data centers pour l'intelligence artificielle. Ah, finalement, ça va servir à la défense. Mais là, j'allais dire, c'est plus concret, c'est plus urgent. Le plan qui a été voté par l'Allemagne sur la défense, Réarme Europe, c'est maintenant. On parle de quelques années, peut-être 2 ans. Donc on envoie le plan tout de suite. Donc là, c'est plus tactique, c'est plus à court terme. Et donc on regarde métal par métal et on voit, je prends 2 exemples parmi ceux que je vous ai cités. Arcelor, par exemple, va produire de l'acier pour les véhicules blindés, pour les coques de porte-avions, pour les munitions, pour les infrastructures militaires. MP Materials, c'est encore plus marquant parce que MP Materials, avant le plus 103, avait fortement baissé. Et elle avait fortement baissé, si vous vous souvenez, à partir du moment où Elon Musk a dit mais finalement, les terres rares, j'en ai peut-être pas besoin pour mes batteries de véhicules électriques. Là, elle redémarre fort parce que les terres rares, elles servent aux aimants pour les radars, pour les drones, pour certains missiles. La défense. Donc en fait, c'est cette lecture maintenant qu'il faut avoir, j'allais dire entre guillemets, pour tous ceux qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas investir sur la défense ou qui se disent c'est parti trop vite, j'arrive en retard. Les métaux, ils sont un peu en retard et il y a encore des choses à faire. Oui, mais c'est intéressant parce que le secteur minier a plein de moteurs pour l'aider à monter en bourse. Il y a la transition énergétique, ensuite il y a eu l'IA, le besoin de métaux rares, etc. pour l'intelligence artificielle, les puces, etc. Et maintenant la défense qui vient compléter le truc, quoi. Ouais. Antoine. Il y a une anecdote assez marrante pour justement illustrer le propos. Dans les années 60, les Américains, ils ont construit un avion qui était totalement imbattable, hors de portée des missiles russes. Il s'appelait le Blackbird. C'était un gros avion noir très impressionnant et qui était fait pour voler à 30 000 mètres de hauteur et à voler à Mach 3. 3 fois la vitesse du son, pour être inchopable. Il était furtif, il se voyait très peu au radar et il était construit en titane. La coque était construite en titane et ce titane venait de Russie, donc précisément les pays qu'il allait espionner. Donc, mais oui, il faut des terres rares, des métaux et pour alimenter le secteur technologique et la défense. Sabrina. Alors sans transition, moi j'ai une question à vous poser. Alors comment on peut jouer cette thématique alors que le prix de certaines de ces actions a fortement progressé? Oui, alors effectivement déjà,
pour jouer la thématique, j'irais plutôt sur des actions minières plutôt que les métaux physiques directement, déjà parce que c'est très volatile. Pour certains, c'est des marchés peu liquides, donc plutôt se concentrer sur les actions minières, même s'il y a des ETF aujourd'hui et des fonds, des OPCVM, qui sont concentrés sur les métaux physiques. Maintenant, dans les actions minières, il faut regarder soit celles qui sont en retard par rapport au métal qu'elles produisent. Alors, un exemple, même s'il faut regarder les spécificités, c'est absolument pas un conseil en investissement, mais on a le cobalt qui prend 60% sur le mois. Le cobalt, pour vous donner un ordre d'idée, mais je pense que vous le savez déjà, il y a une demi-tonne de cobalt par F-35, l'avion de combat américain. Donc on en a un petit peu besoin, j'imagine que c'est présent aussi dans d'autres avions de combat. Glencore est au plus bas depuis un an. Donc ça se regarde. Le nickel sert aussi pour les réacteurs et les moteurs d'avion. Le manganèse sert au blindage des chars, aux canons et aux armes à feu. Et Eramet produit du manganèse et du nickel. Peut-être quelque chose à regarder. Pour Arcelor, ce sera plutôt sur la partie acier, parce que l'aluminium, même s'il est très léger et très utile, notamment dans l'aviation, on en trouve en masse. Et puis, finalement, on a besoin de métal partout, parce qu'on parlait du passé en disant la transition énergétique, l'intelligence artificielle, ça s'arrête absolument pas. La défense est un argument de plus qui s'ajoute. Et donc, je pense aujourd'hui que c'est un secteur à regarder, d'autant plus que de moins en moins d'analystes le regardent, tout simplement parce qu'il est de moins en moins représenté dans les indices. C'est un petit secteur. Donc... le secteur minier, il est très représenté à Londres, mais c'est une exception. Voilà. Exactement. Ailleurs, il l'est beaucoup moins. Absolument. Et donc, dans un moment où on a une espèce de course à l'armement, j'allais dire, et une certaine démondialisation dans les échanges, il va être de plus en plus difficile de trouver du métal à bas coût. C'est pas pour rien si récemment... du métal à bas coût en deux mots, hein, pas à bas coût en Russie. À bas coût. Je plaisante. C'est bon de le préciser. Oui. Ce n'est pas... Pardon, excusez-moi. Il ne s'est rien passé. Ce n'est pas pour rien si Donald Trump est en train de passer des accords de libre-échange avec le Congo. Le Congo qui est le premier producteur de cobalt en échange de protection militaire. Donc voilà, c'est à mon avis largement un coup d'avance sur le marché. On peut avoir un coup d'avance dérivé qui est la chimie, mais c'est encore un peu tôt, je pense, pour en parler ici. Et il n'est donc pas trop tard pour investir sur ce secteur minier. Vous nous en parliez il y a un an. Le secteur a plutôt une performance favorable, mais qui pourrait l'être encore davantage avec le soutien qui arrive maintenant des besoins en défense. Merci beaucoup, Alexandre. Est-ce que ça vous dit de rester avec nous, Alexandre ? Avec plaisir. Ah bah super, vous restez. On va mesurer le potentiel global à venir sur les marchés. Alexandre Taïeb pour Sycomore AM. On pourra reparler aussi, bien sûr, d'EDF. C'est l'info de cet après-midi. Luc Rémond, le PDG, est démis de ses fonctions avec 4 mois d'avance. Son mandat devait s'achever en juillet dernier. Finalement, on est mi-mars et il a été démis de ses fonctions. Luc Rémond, il sera remplacé à la tête d'EDF par l'actuel patron de Framatome. Il y a beaucoup de polémiques sur les tarifs pratiqués par EDF en ce moment et la crainte que ces tarifs assez élevés empêchent la réindustrialisation française. Et cette réindustrialisation, elle devient absolument nécessaire, ne serait-ce que pour fabriquer plus d'armes. Et donc, la question des prix de l'électricité et de l'énergie est majeure. C'est dans ce contexte, donc, qu'il a été démis de ses fonctions. On y reviendra dans un instant. Sabrina, c'est la fin de ce conseil de famille. Oui. On se retrouvera la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Effectivement, plaisir partagé. Et l'article sur Beneteau en ligne, sur bfmbourse.com. Beneteau perd 12%. On se retrouve, BFM Bourse, en direct dans 2 minutes. À tout de suite. BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer. Chaque soubresaut de marché donne un nouveau contour à l'avenir et on observe cela en direct chaque jour jusqu'à 18h au cœur de BFM Bourse. Bienvenue à tous, nos experts sont mobilisés. Antoine Larigauderie en fil rouge. Rebonsoir Antoine. Rebonsoir. Votre mot du soir. Seuil. A priori, on va taper sur le seuil des 8000 pour cette fin de séance. On est à 8033. Ce sera sans doute notre support à quêter pour cette fin de journée. On rappelle journée compliquée puisqu'on est en mode 4 sorcières, 4 types de contrats d'options d'échéance sur indice, les mensuels et les trimestriels. Donc, va sans doute y avoir beaucoup de volume. Moins 0,8 donc pour le CAC 40. Moins 0,8 d'ailleurs pour le Nasdaq. Pareil, moins 0,69 pour le Dow Jones à Wall Street.
Les entreprises plombent un peu l'ambiance en plus, parce qu'on voit leur discours s'obscurcir. FedEx qui lance un avertissement sur résultat aussi en raison du contexte mondial et des incertitudes, dit FedEx. Le titre à Wall Street perd 9% FedEx en ce moment. Nike aussi qui déçoit, bon comme d'habitude là pour le coup, moins 5,5. On a Beneteau aussi dans la plaisance qui marque un ralentissement de l'activité dans la plaisance. Beneteau, moins 12% à la Bourse de Paris. On va parler de ces signaux en provenance des entreprises, bien sûr, avec nos experts. On parlera quand même aussi de la bonne nouvelle du jour. C'est pas une surprise, mais le Bundesrat, la chambre haute allemande, a voté à son tour pour la levée du frein à l'endettement et donc le plan d'investissement dans la défense et les infrastructures en Allemagne. C'est un bond en avant et on se demandera si l'Allemagne qui redevient audacieuse, l'Allemagne pourrait rejoindre la France pour des eurobonds, voilà, financer la défense européenne à travers des eurobonds. Est-ce que cette fois l'Allemagne pourrait jouer aux côtés de la France, dans le camp de la France plutôt que dans le camp des pays frugaux d'Europe du Nord? On posera la question dans un instant. Et puis bien sûr aussi les producteurs d'électricité, ils ont bien progressé depuis plusieurs trimestres en bourse parce qu'on a besoin de plus en plus d'électricité pour l'IA, pour les data centers, pour les véhicules électriques. Oui, mais cette hausse est sans doute amenée à s'arrêter, s'essouffler, voire une consolidation à venir sur les producteurs d'électricité. C'est les experts d'Alpha Value qui nous alertent là-dessus. On va vous apporter un certain nombre d'arguments. Justement, l'électricité, elle est au cœur, vraiment au cœur de l'actualité macroéconomique du jour. Luc Rémond, le PDG d'EDF, a été remercié, figurez-vous. C'est le directeur général de Framatome, Bernard Fontana, qui devrait lui succéder. Communiqué aujourd'hui donc de l'Elysée. Trop de tensions, le gouvernement a donc choisi de trancher sans attendre la fin du mandat de Luc Rémond, qui devait rester PDG jusqu'en juillet prochain. Il s'en va donc finalement évincé avec 4 mois d'avance. Plusieurs jours de perturbations à prévoir à Heathrow, l'aéroport de Londres. Il est fermé en raison d'une panne électrique due à un incendie. Des milliers de vols annulés ou détournés, plusieurs millions de livres de pertes. Une enquête de la police antiterroriste a été ouverte. L'Association internationale du transport aérien évoque un manquement clair dans l'organisation de l'aéroport d'Heathrow. Enfin, la crise se poursuit pour l'enseigne de textile néerlandaise CA. Elle envisage de fermer un quart de ses magasins en France. Plus de 300 licenciements sont envisagés. Plus de détails à venir d'ailleurs tout à l'heure avec Guillaume Paul dans le 18h Éco sur BFM Business. Bienvenue à tous, on est à vos côtés, on joue dans votre camp. BFM Bourse, le club de la bourse. Et nos experts pour mesurer ce qui attend les marchés ces prochaines semaines. Estelle Ménard, elle vient de nous rejoindre. Bonsoir Estelle. Bonsoir Guillaume. Bienvenue, directrice d'investissement chez LCL. Alexandre Taïeb aussi est avec nous ce soir. Rebonsoir Alexandre. Rebonsoir. En fil rouge avec nous, analyste et gérant pour Sycomore Asset Management. On va parler du potentiel global des marchés, mais on termine la semaine en baisse là en Europe, comme aux États-Unis, enfin depuis quelques jours et donc depuis cette semaine en fait, l'Europe ne surperforme plus Wall Street. Tiens. Voilà, on est vendredi, on dresse un bilan de la semaine. Depuis plusieurs jours, depuis cette semaine, l'Europe ne transforme plus les et ne surperforme plus les ne surperforme plus les marchés américains. Est-ce que c'est le signe que ça y est, la belle histoire est terminée et que désormais c'est plutôt à Wall Street qu'il faut à nouveau investir plutôt qu'en Europe, Estelle ? Comme tout élastique a été très tendu, largement tendu, et c'est le cas de la surperformance des valeurs américaines jusqu'en début d'année, qui est revenue avec la surperformance des valeurs européennes. Oui, peut-être que l'élastique est un peu tendu. Maintenant, on a le marché européen aujourd'hui, il intègre beaucoup de belles nouvelles. Donc les belles nouvelles, on les a eues, on les a. Donc c'est l'Allemagne, c'est la défense, ce sont les perspectives éventuelles de paix, en tout cas de fin de la guerre russo-ukrainienne. Ça, peut-être que c'est pas tout à fait encore dans les cours. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, au niveau européen, on anticipe une grande partie de toutes les bonnes nouvelles que nous pouvions attendre en début d'année. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que le marché européen a bien performé. Est-ce que c'est la fin de la surperformance du marché européen par rapport au marché américain ? Je ne le sais pas. Là, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je sais, c'est qu'il y a des flux, effectivement, qui sont allés vers les marchés européens, en grande majorité en ce début d'année. Mais ces flux-là, on voit qu'ils tendent sur la dernière semaine à se tasser, voire même à s'inverser, et que la forte sous-performance du marché américain par rapport au marché européen, surtout si on le regarde en euros et moins en dollars, puisqu'avec la baisse du dollar c'est amplifié, oui, pousse effectivement certains investisseurs à se poser la question de revenir sur certains secteurs, certaines classes d'actifs américaines. Donc oui, peut-être qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau où la belle performance du marché européen
peut se tasser. Donc il faut l'avoir en tête. Je pense que, en tout cas dans les allocations des investisseurs, il faut avoir en tête qu'on a beaucoup de très bonnes nouvelles qui sont aujourd'hui anticipées par le marché européen. Pour vous, l'essentiel des bonnes nouvelles en Europe est désormais dans les cours. Peut-être pas encore l'arrêt des combats en Ukraine, mais l'essentiel quand même des nouvelles est dans les cours. Et ça explique la surperformance européenne depuis le début de l'année. Est-ce que aux États-Unis, l'essentiel des mauvaises nouvelles, l'essentiel des risques à venir, peut-être une récession, on verra ce qui attend les États-Unis. Est-ce que l'essentiel, en tout cas, de ces risques sont désormais aussi dans les cours, puisque Wall Street a reculé depuis le début de l'année? Si on regarde un peu ce qui s'est passé sur le marché américain, on a quand même l'impression qu'il y a deux choses qui ont tiré les performances du marché américain. C'est principalement l'arrivée de DeepSeek, les annonces de DeepSeek qui ont eu un impact significatif sur la partie le secteur de la tech américaine, qui a un poids là aussi important dans le marché américain, et donc qui a entraîné ce marché à la baisse. Donc il y a eu principalement DeepSeek dans un premier temps, mais effectivement, si on regarde ce qui s'est passé également, ce sont les perspectives des coupes budgétaires fédérales aux États-Unis qui ont impacté le marché américain. Je dirais qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment l'impression que la perspective des droits de douane, de l'application des droits de douane, éventuellement ensuite des droits de douane réciproques, soit digérés par le marché américain. Et là, effectivement, ça va dépendre du 2 avril, éventuellement du début du mois d'avril. Ça va dépendre de ce qui va être mis en place véritablement. Ce n'est peut-être pas encore dans les cours. Ce qui a plutôt motivé les investisseurs en début d'année, c'est DeepSeek, impact sur la tête et les coupes budgétaires fédérales aux États-Unis. Qui commence à avoir un impact concret sur les entreprises. Accenture a communiqué hier en expliquant que les prochains contrats sont remis en cause par les coupes budgétaires. On a aussi eu la communication de Sodexo qui souffre dans les écoles et les hôpitaux aux États-Unis, et des perspectives qui, dans les écoles et les hôpitaux américains, sont en train, ces perspectives, de se dégrader, nous dit Sodexo. Et aujourd'hui, toujours aux États-Unis, FedEx abaisse ses perspectives. FedEx à Wall Street perd aujourd'hui 9%. C'est-à-dire qu'on commence à voir se concrétiser dans les communications d'entreprise l'assombrissement des perspectives. Voilà. Est-ce que du coup, Alexandre, ça pourrait entraîner une jambe de baisse supplémentaire à Wall Street sur les indices américains, ou finalement ça va se faire titre par titre, mais les indices price déjà ces risques-là? Oui, il y a probablement de la place pour une autre jambe de baisse. Pour répondre à la première question, je ne sais pas si toutes les bonnes nouvelles sont dans les cours en Europe. En revanche, je pense que toutes les mauvaises nouvelles ne sont pas encore arrivées aux États-Unis. On voit, je m'attache surtout à ce qui a été dit par FedEx et même sur le secteur de la consommation en général aux États-Unis, même si ce qu'on appelle les hard data, les données chiffrées de consommation, de vente au détail tiennent relativement bien, on commence à avoir une confiance du consommateur qui se détériore assez fortement. Les tarifs, Estelle a très bien mentionné le 2 avril, Donald Trump a quand même annoncé que le 2 avril ferait passer les mois précédents comme étant quelque chose de doux. Donc je vais voir ce qu'il réserve pour l'Europe. Il promet que ce sera le 2 avril, le jour de la libération des États-Unis. Oui. Les Français ont leur libération, on aura notre libération aussi à travers les droits de douane supplémentaires sur, d'après la presse américaine, peut-être des milliers de milliards de dollars d'importation. Prépare à une espèce d'Armageddon apparemment. Oui. D'abord, Et donc en fait, ce qui me gêne un petit peu sur le marché américain, c'est que l'incertitude est au plus haut et elle est là au quotidien, là où on a un petit peu plus de visibilité en Europe. Déjà, on part de plus bas en termes de croissance économique. La dynamique semble un peu meilleure. On parle de plans de relance massifs et allemands et européens. Alors après, je comparerai pas que les États-Unis à l'Europe. Il faut aussi comparer les États-Unis à la Chine. Et DeepSeek a très bien été mentionné. C'est un vrai point de départ. Parce que la tech était tellement représentative dans les indices que ça a tiré un peu le marché américain à la baisse. Je pense que ce rattrapage de la technologie chinoise versus la tech américaine n'est pas terminé là non plus. Donc, en fait, le marché, depuis le début de l'année, il s'est concentré sur les deux marchés en retard qui relancent, la Chine et l'Europe, au détriment des US et du Japon, là où il s'était concentré en 2024 et même en 2023. Et donc, en fait, la petite surperformance de l'Europe par rapport aux États-Unis, elle ne rattrape pas du tout l'écart de performance de 2024, de 2023. Donc, il y a peut-être encore un petit peu de place. Ouais, pas trop tard pour privilégier l'Europe par rapport aux États-Unis, c'est l'idée. Mais en se concentrant toujours sur quelques secteurs ou pas. La semaine dernière, par exemple, l'Europe, les fonds actions européens ont eu un record de collecte
plus forte collecte depuis 2017. Mais sauf que cette collecte s'est concentrée sur 2 secteurs. La défense et les infrastructures, on comprend bien pourquoi pour l'Europe. Le fait que ça se concentre à ce point sur à peine 2 secteurs, est-ce que c'est pas malgré tout un signe de faiblesse? Est-ce que ça ne doit pas amener à relativiser, on va dire, l'attrait des marchés européens? 2 secteurs portent à eux seuls l'incroyable collecte de la semaine dernière sur l'Europe. Alors, la réponse, à mon sens, c'est oui et non. C'est pas tout à fait un signe de faiblesse parce que la défense et les infrastructures, c'est des secteurs qui regroupent énormément de sous-secteurs. Si vous achetez une entreprise de bateaux, une entreprise d'aviation, de munitions ou une entreprise de construction de matériaux, là vous avez déjà pas mal de secteurs différents. Donc ça prend une bonne partie de la cote. Mais effectivement, pour l'instant, ce qu'on a dans les plans de relance, et c'est comme d'habitude en Europe, on gère l'urgence, donc c'est pas orienté vers la consommation. Donc on va pas aller chercher les valeurs du luxe tout de suite, c'est pas le momentum du marché en ce moment. Donc, mais ça pourrait le devenir, parce que si l'Europe se relance, se réindustrialise, enfin bref, s'il y a des plans d'investissement, il y aura sans doute aussi des créations d'emplois, et donc avec un peu plus de consommation. Ce sera peut-être un deuxième coup, mais ouais, c'est la dérivée quatrième, quoi. Il faut qu'il y ait un effet de ruissellement assez fort, mais ça concernera d'abord l'industrie de manière générale avant la consommation. Estelle, en termes de thématiques d'investissement, du coup, sur l'Europe, toujours les mêmes ou comment vous voyez les choses? Si je peux juste rebondir sur l'histoire de la défense, des infrastructures, qu'on pourrait aussi assimiler à ce qui s'est passé sur le secteur bancaire. On a quand même des secteurs qui étaient largement sous-détenus au niveau européen. Souvenez-vous, on parle du secteur bancaire qui a très bien performé, mais le secteur bancaire a été un secteur délaissé par les investisseurs depuis la grande crise financière de 2007. Donc effectivement, plus personne, plus de gérants, enfin les gérants n'en avaient plus dans les portefeuilles. Donc c'est la raison pour laquelle il y a eu un flux significatif à partir du moment où il y a une nouvelle, un point d'inflexion, un game changer sur le secteur. Ben là, c'est pareil, sur la défense, sur les infrastructures, plus sur la défense d'ailleurs que sur les infrastructures, il y a un game changer. Le game changer, c'est ce qui s'est passé, ce qui a été voté en Allemagne, ce qui est voté, ce qu'on annonce, les plans de dépenses que l'on annonce dans la défense également en Europe. Et là, ça constitue un nouvel élément. Et il est fort à parier que malgré la valorisation assez élevée de certaines valeurs de défense aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourra continuer. Pourquoi ? Parce que ça va s'étaler dans le temps. Maintenant, ça ne sera pas, j'allais dire, linéaire, comme évolution de prix de ces actifs. Pourquoi ? Parce qu'on commence maintenant à analyser, après l'euphorie de l'annonce, on commence à analyser l'impact réel de ces dépenses sur les valeurs européennes. Est-ce que tous les euros dépensés vont aller en euros dépensés du même montant en Europe ? Ne vont-ils pas aller au reste du monde ? Oui. On a des effets multiplicateurs qui sont souvent inférieurs à 1, on parle de 0,5, notamment pour l'Allemagne. Donc effectivement, après va venir la période où on va se poser des questions. Ce qui est certain, c'est qu'à moyen terme, et la vision d'un investisseur action, c'est du moyen terme, à moyen terme, c'est positif pour ces secteurs-là. Et ce ne sera pas linéaire, mais à moyen terme, c'est positif. Oui, et c'est monté très très vite, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est monté trop haut. La hausse pourrait se poursuivre sur les valeurs de défense. Elle s'est faite peut-être très très vite là, mais ça ne veut pas dire que le chemin aussi est terminé. C'est ça l'idée. Il sera certainement chaotique, puisqu'à un moment donné, on va peut-être se dire c'est un peu cher, mais sur moyen terme, sur plus long terme, effectivement, le chemin haussier sur ces valeurs-là, il n'est pas terminé. Ok, vous signez également, Alexandre, là-dessus, on n'est pas au bout du chemin haussier sur les valeurs de défense. Complètement. Bon. Complètement. Sur les banques, encore aujourd'hui, vous disiez, le secteur bancaire, c'est l'autre secteur qui cartonne, c'est vrai, et encore aujourd'hui, la séance du jour, on est une preuve de plus. BNP Paribas, il n'a plus forte hausse ce soir, plus 1,3%. Société Générale gagne 0,6%. C'est simple, les deux plus fortes hausses aujourd'hui, c'est des banques. Ah oui, pardon. Oui. Mais oui, c'est un secteur qui n'est pas touché par les droits de douane. Déjà, ça ne les impactera. Ce qui peut les impacter, c'est l'impact des droits de douane sur les perspectives de croissance économique et donc sur effectivement les clients des banques. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'environnement est quand même assez positif pour les banques. Une quantification de la courbe des taux, alors en Europe, c'est évident. Donc ça, c'est positif pour les banques. Donc on est dans un environnement qui est porteur. Et puis on est dans un environnement plus financier de consolidation du secteur bancaire, de nécessité de cette consolidation du secteur bancaire en Europe.
Il faut qu'on crée des géants européens dans la finance également, dans la banque également. Et ça, c'est porteur également pour le secteur. Il y a un pari dans le marché sur une union des marchés de capitaux également là, qui est en train de se faire et de se nouer autour du secteur bancaire. Il y a un peu de ça dans la hausse des banques. Ça va jouer, oui, évidemment, parce qu'il va y avoir sans doute des facilitations en termes d'union pour être plus fort, tout bêtement. Il s'agit d'être la courroie de transmission de la politique monétaire de la BCE et des politiques budgétaires au niveau européen pour se rééquiper en infrastructure, en défense. Voilà, alors c'est vrai qu'on est un petit peu dans les considérations autour des mines, autour du pétrole, C'est pas parce que le cours de l'actif de base est en hausse que le minier va forcément monter dans le sillage. Pareil pour le pétrole, pareil pour l'électricité, pareil pour les banques. On pourrait croire que le matériau de base que travaille la banque, c'est le taux. Oui. Bon, la banque, elle a plein d'autres sources d'alimentation pour ses capitaux. Il y a les marchés actions, il y a tout un tas de choses, tout un tas de catalyseurs qui peuvent être bénéfiques. Maintenant, voilà, il y aura des moments où on se dira attention, on va peut-être trop vite, trop fort en termes de valorisation, il va y avoir des coups d'arrêt. Mais bon, c'est difficile de ne pas y voir tellement le secteur a été désinvesti. Enfin, moi, je me souviens, il y a certains des spécialistes de l'émission qui disaient, il y a encore quelques mois, les banques, c'est ininvestissable. Bon, ben voilà, l'effet élastique est assez intéressant. Oui, effectivement. Et alors, le secteur bancaire monte encore ce soir, peut-être sur l'idée qu'il y aura plus de croissance en Europe avec ces différents plans d'investissement, la hausse des taux longs, vous le disiez, et peut-être aussi tout simplement plus d'Europe. Enfin, Goldman Sachs pense qu'il y aura de plus en plus de rapprochement entre banques européennes. Et on entend de plus en plus parler de cette nécessité d'une union des marchés de capitaux. Et encore plus maintenant qu'il faut financer la défense. Est-ce que quelque part, il n'y a pas l'idée qu'il y aura plus d'Europe aussi? Est-ce que c'est pas ça que traduit la hausse du secteur bancaire, tout simplement, Alexandre? Mais on le dit avec conviction, mais ça fait combien de temps qu'on en parle? L'union des marchés de capitaux, ça fait des années qu'on en parle. À chaque fois, il y a eu un obstacle politique. Aujourd'hui, j'espère vraiment, parce que il faut revenir sur le plan allemand. Le plan allemand, c'est une révolution de 30 ans. C'est l'Allemagne qui dit non, mais en fait, je fais pas un écart par rapport aux critères de Maastricht. Je les détruis, les critères de Maastricht. C'est purement et simplement ça. Donc, c'est vraiment un changement majeur. Oui. Et en plus, pour financer la défense. En plus. Double révolution, là. Oui. C'est incroyable, quand même. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une révolution aussi sur le secteur bancaire? Honnêtement, j'ai envie d'y croire. Donc, ça justifie peut-être l'engouement et le momentum fort, y compris dans des séances de baisse, sur le secteur bancaire en Europe. On va continuer d'en parler, bien sûr. On est à combien? 15 minutes maintenant de la clôture. On accélère. On entre dans la dernière ligne droite et on reste en baisse. À un quart d'heure de la clôture, le CAC perd 0,6%, 8045 points en ce moment. ST Microelectronics et Lanterne Rouge, moins 2,5%. Téléperformance aussi recule de 2,9%. Et puis hors CAC, surtout Beneteau, qui là, pour le coup, prend l'eau. C'est le cas de le dire. Moins 11%. Moins 11% pour Beneteau. Les perspectives 2025 jugées décevantes. Alors Beneteau compte quand même accélérer la cadence sur le lancement de nouveaux modèles de bateaux. Et ils pensent que leur chiffre d'affaires pourrait repartir à la hausse en 2026. Mais d'ici là, 2025 sera une année compliquée. Le titre perd 11%, malgré en plus l'annonce d'un dividende exceptionnel. Ce dividende exceptionnel ne suffit pas à attirer les investisseurs. Moins 11% Beneteau. Également à suivre aux États-Unis, on disait FedEx et Nike qui déçoivent sur leur publication. FedEx perd 8% en ce moment. On en parle avec Alexandre Payed et Estelle Ménard. Puisque on en est dans cette période à avoir des changements absolument incroyables où le réel rattrape l'imagination. L'Allemagne qui lève le frein à l'endettement pour faire quoi? Pour financer de l'armement. Enfin, c'est absolument incroyable. On l'aurait pas imaginé il y a encore un mois et demi. Allons plus loin encore dans l'imagination et quelque part la part de rêve. Est-ce qu'on pourrait imaginer les Allemands, pour financer la défense européenne, rejoindre la France et plaider pour des eurobonds? Parce que jusqu'ici, alors sauf pour le Covid, il y a eu une exception, mais c'était une exception. Angela Merkel et les différents chanceliers le disent à chaque fois sur le Covid, les eurobonds c'était une exception. C'était le point d'arrivée, a répété Angela Merkel, pas le point de départ. Est-ce que là, avec les besoins en matière de défense, ça pourrait à nouveau changer? On pourrait voir les Allemands plaider pour des eurobonds une deuxième fois, pour financer cette fois la défense. Estelle? C'est une des voies qui est envisagée, effectivement. Donc ça peut être le cas. Je dirais que pour plaider en la faveur de ces eurobonds, on voit que depuis l'arrivée de M. Merz,
le couple franco-allemand se porte bien mieux qu'il ne s'est porté il y a quelques mois et quelques années. Donc c'est vrai que ça peut participer justement à la mise en place d'une telle structure de financement. Maintenant, c'est pas la seule, puisqu'on voit bien qu'au-delà des eurobonds, il y a également la possibilité d'avoir plus de flexibilité sur les dépenses, sur les dépenses militaires dans le cadre de ces ratios, des ratios d'endettement. C'est aussi une des solutions. C'est peut-être possible. Alors, je crois que la Hollande n'est pas très... Non, voilà, les pays du Nord, notamment la Hollande, ne sont pas très fans de ce genre de support d'investissement. Mais moi, je trouve qu'effectivement, ça peut être une des voies considérées. Et là où je pense qu'elle peut être intéressante, c'est qu'on a justement ce couple franco-allemand qui semble renaître de ses cendres. Oui, tout à fait. Des eurobonds, est-ce qu'on peut imaginer l'Allemagne 7 fois jouer dans le même camp que la France pour plaider en faveur des eurobonds face aux Pays-Bas ou aux pays d'Europe du Nord? Est-ce que c'est imaginable? Puisque tout est permis en ce moment en matière de... C'est imaginable, c'est ce que veut Ursula von der Leyen. Alors on a eu des épisodes précédents, parce que vous parliez du Covid, mais on a aussi eu le FESF, Fonds européen de stabilité financière, le MES, qui ont émis des obligations à leur grande époque après la crise de la dette de 2011. Oui, je pense qu'on peut avoir un essai d'eurobonds. Le bruit de marché montre qu'il y a un appétit pour ces eurobonds. Maintenant, la question va être qu'est-ce que ça donne en termes de taux? Enfin, combien on s'endette? Combien ça nous coûte de s'endetter? Qu'en est-il des spreads sur les bonds nationaux? Est-ce que tout le monde s'intéresse aux eurobonds et arrête d'investir sur les taux français, les taux italiens, etc. Mais oui, je pense que maintenant, plus que jamais, on peut avoir cet espoir dans le sens où on voit quand même, alors à prendre avec des pincettes, les pays du Sud converger vers les pays du Nord en termes économiques. On a une Italie et une Espagne, et même une Grèce relativement au passé, plus solides que sur les 20 dernières années, et qui se rapprochent même de la France. Il suffit de comparer les taux nationaux, finalement. Donc peut-être que maintenant est le moment idéal pour commencer à lancer des eurobonds. Oui, parce qu'on voit les écarts de taux, c'est un des phénomènes des dernières semaines aussi, se réduire fortement en Europe. Un exemple, l'écart de taux entre l'Allemagne et l'Italie, le spread entre les 10 ans allemands et Italie est à un plus bas de 4 ans. On est à un plus bas de 2021 là, sur l'écart de taux entre l'Allemagne et l'Italie. Alors est-ce qu'il faut s'en réjouir en se disant c'est une Europe du coup plus cohérente, quoi, quelque part cimentée, voir les spreads, les écarts de taux se resserrer, quelque part plus de cohésion européenne, ou s'en inquiéter parce que même si les écarts de taux se resserrent, tous les taux montent. Et donc on emprunte quand même à peu près partout de plus en plus cher. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des taux proches les uns des autres mais plus élevés, ou plutôt des taux plus bas mais plus disparates? Le niveau des taux aujourd'hui, effectivement, l'inquiétude que l'on peut avoir, ce sont les conditions de financement. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, justement, quand on parlait tout à l'heure du marché européen. Parmi les craintes que l'on peut avoir, c'est si ces taux longs restent aussi élevés, effectivement, ça va avoir un impact sur les conditions de financement. Et donc, ça aura un impact sur la croissance économique, sur les perspectives de croissance économique européenne, qui sont, ceci dit, on en parle plus ou moins, que tu viens d'en parler d'ailleurs, Alexandre, qui sont très hétérogènes aujourd'hui. Elles sont très hétérogènes aussi, parce que n'oublions pas que les pays comme l'Espagne, le Portugal, ont été soutenus significativement après Covid. Donc ça a un impact maintenant sur la croissance économique de ces pays. Et l'Italie aussi. L'Italie également. Donc c'est vrai que la question qui peut se poser, c'est que si tout le monde a des taux longs élevés, la problématique du financement de la croissance peut se poser. D'ailleurs, si on regarde bien dans le détail, et vraiment en regardant les variations dynamiques, mais même à quelques points de base près, on voit qu'il y a une forme de cœur Europe qui est en train de se reformer et qui est en train d'avoir un spread qui se normalise avec les pays du Sud. Et le prochain épisode, ça pourrait être que l'Espagne dépasse à nouveau la France en termes de taux d'intérêt. Regardez, on est à 3,47 pour la dette française 10 ans, on n'est plus qu'à 3,40 pour la dette espagnole. Donc, on avait bien enfoncé le clou il y a encore quelques semaines. Donc les choses peuvent encore changer. Et c'est vrai que les besoins en termes d'investissement en infrastructure, je ne suis pas spécialiste, mais plutôt en termes de défense, sont très importants du côté de l'Espagne, du côté de l'Italie, ce qui pourrait maintenir des taux nécessairement un petit peu plus élevés que ce cœur Europe, ce tandem franco-allemand qui est peut-être en train de se reformer. Effectivement. Alors, avec des spreads stables entre France et Allemagne, ça va. Oui, ça évolue pas trop. Non, tout à fait. Le CAC 40 à quelques minutes de la clôture est donc en petit repli de 0,6% en ce moment.
Les actifs refuges, pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font ? Ils battent des records. L'once d'or a battu les $3 000, a franchi les $3 000 ces derniers jours. Tout à l'heure, Igor Demac, pour Vital Épargne, nous disait au cours actuel, on ne peut plus dire que l'or soit un refuge. Il est monté tellement vite, l'once d'or est montée tellement vite que l'or ne peut plus être considéré comme un refuge à plus de $3 000. Est-ce que cet avis-là, vous le partagez ? Alexandre ? Je sais pas, à un moment donné, on a dit que le Bitcoin était un actif refuge. Alors, c'est difficile. Une réserve de valeur. Oui, voilà, une réserve de valeur. Stratégie. Non, c'est difficile d'avoir un avis tranché sur la question. En tout cas, le momentum est toujours là, montrant que ça a l'air, en tout cas pour certains investisseurs, d'être encore un actif refuge. Effectivement, le prix est élevé, surtout avec les niveaux de taux actuels. Je rappelle que l'or, c'est un actif qui ne donne pas de rendement. Donc, je serais plus proche de dire oui, d'accord avec Igor Demac que pas d'accord, mais je laisse un petit point d'interrogation quand même. Oui. L'once d'or n'est-il plus un refuge à plus de $3 000 ? C'est trop cher. C'est cher, mais il y a quand même des effets. Encore une fois, les flux, les incertitudes géopolitiques sont au plus haut. Elles sont au plus haut aux États-Unis, elles sont au plus haut en Allemagne, elles sont au plus haut en France. Quand il y a des incertitudes géopolitiques qui sont au plus haut, les investisseurs regardent des valeurs refuges. Alors l'or, mine de rien, fait partie des valeurs refuges. En plus, c'est une valeur refuge qui a comme intérêt d'être totalement immunisée contre l'impact des droits de douane. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cet environnement, malgré les prix, vous savez, c'est un peu comme la valorisation, quelquefois, faut pas toujours la regarder, malgré les prix, vous ne pouvez pas empêcher certains investisseurs, et même certains investisseurs particuliers, on en voit, qui ont envie d'acheter de l'or et qui pensent que dans l'environnement géopolitique actuel, oui. C'est une valeur qu'il faut avoir. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'à partir du 2 avril, l'or va baisser ? Parce qu'au moins le 2 avril, on saura à quoi s'attendre. Les cartes auront été mises sur la table par Donald Trump sur les droits de douane, puisqu'il dit le 2 avril, ça y est, on va rentrer dans le bazooka des droits de douane. Au moins, on saura, on aura plus de visibilité à ce moment-là. Est-ce que du coup, l'once d'or pourrait paradoxalement se dégonfler puisqu'il y aura plus de visibilité ? On saura à quoi s'attendre. Ah oui, mais si l'impact est important, effectivement, encore une fois, l'or est immunisé contre les droits de douane. Il y a ça, il y a le fait que les banques centrales vont toujours en avoir besoin de manière générale, et surtout les banques centrales qui cherchent à réduire leur dépendance au dollar. Je pense évidemment à la Chine, peut-être l'Inde aussi, etc. Et puis, c'est vrai, je n'ai pas pensé à lui répondre à Igor Demac, mais non, selon moi, être garanti par le tableau de Mendeleïev, ça n'a pas vraiment de prix. Donc oui, ça peut paraître exorbitant, mais voilà, c'est inattaquable, l'or. Voilà. On est actuellement sur l'once d'or à $3 019. La question subsidiaire, c'est presque, est-ce que le dollar est encore une valeur refuge en fait ? C'est une bonne question. Ouais. Quand on voit comment la Chine se désengage des obligues américaines, les Japonais aussi, un petit peu, c'est vrai qu'il y a tout petit peu de pression sur le dollar. Et puis, je vous rappelle qu'il y a encore quelques mois, on prévoyait un retour à la parité, voire même en dessous. Puis il est paradoxal, Donald Trump, parce qu'il veut l'hégémonie du dollar et en même temps faire des États-Unis, c'est ce qu'il a dit hier, une superpuissance incontestée du Bitcoin. Alors, avoir les superpuissances des deux, peut-être, il va falloir inventer quelque chose, là, en l'occurrence. Quel a été pour vous le tournant de la semaine ? C'est la question sur nos réseaux sociaux, X et LinkedIn. Vous êtes nombreux à voter depuis ce matin. Pour vous, Estelle et Alexandre, quel a été le tournant de la semaine ? La réunion de la Fed, le Bundestag, on en a parlé, ou Dassault Aviation, tiens, aux portes du CAC 40, désormais Dassault Aviation. Ou pourquoi pas BYD qui offre une recharge de véhicules électriques. Combien ? 5 minutes pour recharger cette batterie. 5 minutes et elle vous offre 500 km d'autonomie. C'est quand même pas mal. C'est une disruption, ça. Une de plus de BYD. Pour vous, ça a été quoi le tournant de la semaine ? L'Allemagne. Ouais, le Bundestag. L'Allemagne, c'est un game changer. Ouais. C'est historique au sens propre. Oui. En l'occurrence. Je réponds même pas, on est d'accord. En plus, Dassault Aviation, c'est un peu la conséquence de l'Allemagne. Dassault qui est aux portes du CAC 40. J'ai quand même hésité avec BYD, mais le fait que ce soit juste une entreprise par rapport à un plan allemand, j'étais obligé de choisir le Bundestag. Mais BYD, ce qu'il présente, c'est une vraie révolution. Là, clairement, c'est la victoire de la voiture électrique chinoise par rapport à Tesla. C'est-à-dire que Tesla est en train de vivre son moment deep cycle. Il y a la disruption chinoise en face, une de plus, celle de BYD en l'occurrence. Oui, clairement. Tesla qui rappelle un certain nombre de Cybertruck, le titre Tesla gagne quand même 4%, même si les Cybertrucks ont un sérieux problème en l'occurrence, Antoine. Oui, parce que les parties sont collées avec de la mauvaise colle. La carrosserie tombe. Ouais. Non, mais en plus, c'est de notoriété publique depuis des mois. Simplement, c'est une administration américaine qui a décidé du rappel de la bagnole, parce qu'apparemment, elle est construite n'importe comment.
Bon, je serais les inspecteurs de cette administration, j'aurais un petit peu peur de recevoir des emails un peu désagréables, point de vue sur ce poste, de la part du Doge. Allez savoir. Cela dit, Tesla gagne 4%, mais il ne faut pas oublier qu'Elon Musk est passé chez Tesla. Il nous a fait l'honneur de passer nous voir pour dire non, vous avez toujours un pilote à bord, il n'y a pas de souci, le futur est brillant, ceci, cela. Il est venu voir les équipes pour les rassurer. Et là, parce que ça s'inquiétait du côté de chez Tesla, on ne voyait pas le patron, et les analystes de Wall Street commençaient à dire il n'y a plus de pilote à bord. C'est incroyable parce qu'il envoie des fusées dans l'espace, des fusées qui reviennent au sol, qu'on peut réexploiter plusieurs fois. Il envoie des spationautes dans la station spatiale internationale, mais la carrosserie des Cybertrucks tombe en lambeaux, ça ne tient pas. Voilà. Ils sont donc rappelés. Bon. Ouais, c'est le paradoxe, là encore, un de plus, celui d'Elon Musk en l'occurrence. Il est 17h32, on entre dans la data room. C'est votre bar à data du vendredi, la data room, un cocktail toujours détonnant de data qui secouera, vous allez voir, votre vision du monde. Estelle et Alexandre, êtes-vous prêts ? Oui. Nous sommes prêts. Vous avez chacun 1 minute pour présenter une data forte. Alexandre, votre chiffre ce soir, 165 milliards de dollars. Oui, c'est le montant que va investir TSMC dans des unités de production aux États-Unis. Alors c'est pas très récent, ça date d'il y a 3 semaines, mais c'est quand même important parce que nous qui cherchons à peu près tous les jours à trouver une signification à la politique de tarifs de Trump, on a peut-être l'ombre d'un sens caché quand on voit justement les entreprises qui s'installent aux États-Unis. Il met des tarifs sur beaucoup de choses. Mais il y a plein d'entreprises qui ne s'installent pas aux États-Unis. Quand on regarde, moi, celle que j'ai retenue en tout cas, donc il y a TSMC, il y a Siemens, il y a ArcelorMittal et il y a CMA-CGM, alors pour différents montants. Ces entreprises-là sont stratégiques dans le cas d'une montée des tensions géopolitiques, voire d'un conflit. TSMC, c'est les semi-conducteurs, ArcelorMittal, les métaux, on en a parlé juste avant l'émission, Siemens, les communications et CMA-CGM, les bateaux. Et la maison mère de BFM Business, en passant. En passant. Et dans quel type de conflit pourrait-on avoir besoin d'un bateau si ce n'est Taïwan ? Je pose la question. Donc, donc pour vous, c'est signe peut-être d'une crainte de conflit armé supplémentaire que traduisent tous ces investissements sur le territoire américain. Moi, je pense que Donald Trump pense à ça, oui. D'accord. Et donc, en mettant en place cette politique de tarifs, il se garantit des infrastructures neuves si à un moment donné ça arrive, pendant que ces entreprises-là produisent peut-être un peu moins en Europe pour pas subir les tarifs, et donc l'Europe se retrouve avec des infrastructures vieillissantes. Donc voilà, petite data. Juste avant le week-end comme ça pour bien nous. Vous êtes montré dur en data ce soir. À vous Estelle, votre data 200 milliards de dollars ce soir. Ben oui, 200 milliards de dollars, c'est l'investissement qui a été fait depuis le début de l'année en actions internationales. Et donc, c'est significatif. Alors, ça arrive quand même derrière les investissements monétaires. Souvenez-vous, les flux. Encore. Oui. Mais il y a encore beaucoup d'investissements, 350 milliards de dollars en monétaire. Mais ces investissements-là, ils sont importants. Et sur ces 200 milliards de dollars, 220 dans les pays développés, donc moins 20 dans les pays émergents, 155 milliards sur les US et 20 milliards sur l'Europe. Alors oui, il y a eu des flux vers l'Europe, mais pas encore de façon à contrebalancer les flux significatifs qu'on a vus depuis 2022 sur les États-Unis. Donc les États-Unis sont encore, malgré tout, et malgré tout ce que les gestions peuvent dire et annoncer, encore très significativement détenus par les investisseurs. Voilà. Intéressant, pour remettre la mairie au milieu du village, on va le dire comme ça. Merci Estelle de nous avoir accompagnés, LCL et Alexandre Taillet pour Sycomore Asset Management. Bonne soirée, bon week-end à tous les deux. Et la clôture à vivre, à suivre dans un instant. Antoine va tout nous dire, ce sera dans 2 minutes. À tout de suite sur BFM Business.